Que devenons-nous après la mort? Est-ce que tout s'arrête? Il semblerait que non. J'ai vu mon corps flotter. En fait, je pense que c'était mon âme qui s'envolait loin de mon corps. J'étais attirée par une lumière. La nuit où il est mort, son esprit est réellement venu à moi. Les esprits, les fantômes, existent-ils? Des milliers de personnes à travers le monde affirment avoir été en contact avec eux. Depuis qu'il est parti, je continue à le voir. Témoins de phénomènes étranges. Alors que je la regardais, elle a commencé à se dématérialiser. Le carrousel avait décidé de se mettre en route tout seul. J'ai regardé le rocking chair et il s'est mis à se balancer. Je le regarde et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait la rencontre de ces âmes égarées et ils racontent leurs histoires. J'ai vu une tête sortir de cette forme. Ça a complètement disparu. C'est là que j'ai commencé à avoir peur. C'est allé si loin que ça a failli déchirer la famille. Parfois, les fantômes nous veulent du bien. Je pense qu'elle est très protectrice avec moi. S'il ne l'avait pas emmenée à l'hôpital ce soir-là, elle ne serait plus en vie. Mais le plus souvent, ces âmes tourmentées Ils ne peuvent pas trouver le repos. Ils errent. sèment la terreur partout où elles passent. Je n'oublierai jamais cette expérience. C'était vraiment quelque chose. C'était le mal. Ce qu'il y avait là-dedans, c'était le mal. C'était comme si elle avait ouvert la porte, poussé tous ceux qui se dressaient sur son chemin pour qu'ils sortent de la maison. Je déteste cette maison. Pourtant, malgré tant de témoignages de personnes sensées, crédibles, certains peinent encore à y croire. Elle ne m'a pas cru, tout simplement. Et vous, oserez-vous ouvrir la porte du monde des morts? Norm et Betty pensaient avoir trouvé leur maison. Ils ignoraient encore que la première occupante des lieux était toujours là. Elle me dit « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai répondu « Tweety est là ». Heureusement, le fantôme de Tweety était plutôt bienveillant. Enfin, la plupart du temps. Elle a ouvert la porte, poussé tous ceux qui se dressaient sur son chemin, frappé pour qu'ils sortent de la maison. En fait, c'est mon mari qui a trouvé la maison. Il espérait en faire une auberge, un dîner-spectacle. Nous sommes allés la voir ensemble et je me suis dit, oh mon Dieu, tu veux que je m'installe ici? Tu veux que j'y fasse une affaire? Pas question. Mais à l'instant où nous avons ouvert la porte d'entrée, nous nous sommes sentis chez nous. La maison brillait quand nous sommes entrés. C'était une sensation comme je n'en avais jamais eue dans la vie. Je sais que, avant nous, il y avait un homme et sa femme. Et il m'a dit que parfois, la nuit, elle avait très peur. Qu'il y avait beaucoup de bruit et des choses qui volaient autour de la maison. Il a dit que sa femme n'en pouvait plus. Il fallait qu'il déménage. Nous étions dehors face à la maison et je l'ai vue. J'ai vu cette dame passer à la fenêtre. Avec Norm, nous nous sommes regardés. Nous n'étions pas très sûrs de ce qui se passait. C'était très nouveau pour nous. Nous découvrions complètement cette maison. Je savais qu'il y avait quelqu'un ici. Mais je savais que si nous emménagions, tout se passerait bien. La première impression, c'était très sale et moisi. J'ai remarqué que sur un palier, entre le rez-de-chaussée et le premier étage, il y avait une tache de sang. Alors nous avons essayé de l'enlever, cette tache, avec des produits chimiques, ce genre de choses. Mais elle ne partait pas. Alors j'ai décidé de la peindre. J'ai utilisé une peinture ordinaire. J'ai utilisé de l'apprêt. De la peinture à l'huile. Quelque chose comme 8 couches de peinture. Et la tache réapparaissait toujours.
J'ai entendu cette berceuse et quelqu'un qui se balançait sur un rocking chair. Je ne me rappelle pas les paroles, mais c'était une très jolie berceuse. Il était très perplexe. Il se demandait, mais d'où est-ce que ça venait? Je me demande ce que c'était. Elle disait que c'était quelqu'un dans la maison. Je me suis dit, ça doit être un bon esprit, nous n'avons qu'à vivre ici, faire avec, et voir ce qui se passe. Puis un jour, je me suis réveillé, et cette tache avait disparu. Je ne pouvais pas y croire. Elle avait disparu d'un coup. J'ai fait des recherches sur la maison. J'ai trouvé qu'une femme avait construit cette maison en 1872. Elle s'appelait Tweety Mill. Quand nous avons trouvé son journal, c'est là que nous avons fait le lien entre les choses et nous pensions... En fait, c'est à partir de là que nous nous sommes mis à appeler tous ces phénomènes Tweety. Mon fils, qui a 18 ans maintenant, faisait de l'asthme. Il était tombé très malade et je l'avais emmené à l'hôpital. J'étais en train d'attendre et Norm m'a dit « Rentre à la maison, va faire une bonne sieste. Et quand tu seras reposé, reviens. » Alors je suis rentrée. J'étais toute seule à la maison, il faisait jour. J'avais accroché mes vêtements. Dans ma chambre, il y a des toilettes et je suspends mes affaires à la porte des toilettes. Dehors, il faisait jour. Alors, pour pouvoir dormir, j'ai fermé les volets, les rideaux. J'ai éteint les lumières pour avoir le plus grand calme et je suis allée me coucher. Quelque chose m'a réveillée, peut-être 2 heures après que je me sois endormie. Et je ne sais pas ce que c'était. Mes affaires étaient au pied de mon lit. La lumière était allumée dans ma salle de bain. Je ressentais l'envie de partir. Je pense que c'est elle qui a fait tout ça. Quand je suis arrivée à l'hôpital, il réclamait après moi. Il s'était rétabli pour moi. Je me suis vraiment dit qu'elle regardait ce qui se passait. Elle avait senti mon angoisse pour mon fils et devait penser « Mais qu'est-ce que tu fais ici? Sors d'ici, ton enfant est malade, va là-bas. » Du genre, ne perds pas ton temps. Je crois qu'elle est très protectrice avec moi. Avant, je ne croyais pas aux fantômes. Je me disais... Je croyais qu'ils existaient, mais je n'en avais jamais vu. Alors, j'avais un peu peur, parce que cette maison, elle avait l'air... On se disait qu'il pouvait y avoir un fantôme, vous voyez? J'étais en train de dormir. Cette nuit-là, je me suis réveillé parce que j'avais entendu de l'eau dans les toilettes. Je suis allé voir. Et j'ai vu Tweety à côté des toilettes de Betty et Norm. Elle portait une jupe à l'ancienne, grise. Je pouvais voir à travers. Je l'ai regardée pendant peut-être 3-4 secondes. Et elle est entrée dans la pièce. Quand elle s'est déplacée, la jupe a fait un bruit comme... Après l'avoir vue, j'ai juste... je me suis allongé et je ne pouvais pas fermer les yeux. Je pensais à elle, je regardais le plafond et j'étais effrayé, comme jamais auparavant. Il m'a dit « Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que ça peut bien être ?» Alors je lui ai raconté l'histoire, ce que nous pensions de tout ce qui se passait dans notre maison. Il a dessiné le portrait de ce qu'il avait vu, c'était... Quand il m'a montré son dessin, les bras m'en sont tombés. J'ai dit « Mon Dieu, tu l'as vraiment vu ?» Et je lui ai montré une photo de Tweety, qui était dans son journal. Il est devenu très pâle. Il était tout blanc et il a dit « Mon Dieu, ça existe !» Certains de mes amis ne m'ont pas cru quand je leur ai dit que je l'avais vu.
Mais je sais qu'elle existe. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. Ils jouaient avec un Ouija. Je n'en savais rien. Sinon, je leur aurais interdit. Mais bref, ils jouaient avec. Ils demandaient qui parmi eux allait mourir ou qui allait vivre. Et d'un coup, le Ouija s'est animé. Il a commencé à aller dans tous les sens. Après, les portes se sont ouvertes et il y a eu un grand souffle de vent dans la maison. Les bougies ont été soufflées. Les garçons hurlaient, c'était un cauchemar. Il y avait... Vous pouviez le sentir. Vous pouviez sentir les courants d'air et... La maison était froide comme de la glace. Tweety n'était pas très contente. Christian a été littéralement projeté. Il était pétrifié de peur. C'était comme si elle avait ouvert la porte, poussé tous ceux qui se dressaient sur son chemin, frappé pour qu'ils sortent de la maison. C'était comme si la présence de certaines personnes la dérangeait. Fallait les mettre dehors. C'était une sensation très malfaisante. C'est vraiment la seule fois où j'ai pu être témoin de ce genre de comportement chez elle. Le reste du temps, elle est très calme. J'étais étendu sur mon lit, je faisais une petite sieste. J'ai senti quelqu'un toucher mes pieds et les porter. Cette sensation a remonté tout mon corps. Très doucement, délicatement, elle m'a touché pour voir si j'allais bien, jusqu'à la tête. J'ai senti un léger baiser sur ma joue. Je ne pouvais pas bouger, je devais rester là. Et puis, Betty est arrivée. Elle s'est allongée derrière moi, mais elle ne pouvait pas s'approcher. Elle a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai répondu « Tweety est là ». C'est la sensation que quelque chose est présent, mais vous ne savez pas ce que c'est parce qu'il n'y a personne. Je l'ai senti. Nous l'avons senti. J'aime raconter cette histoire parce qu'elle dit que ce n'est pas toujours mauvais d'avoir un fantôme à la maison. Les esprits peuvent prendre possession des vivants. Je me sentais très en conflit. Et généralement, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'était le mal. Ce qu'il y avait là-dedans, c'était le mal. Mais que faire quand c'est votre propre enfant qui se retourne contre vous? C'est allé si loin que ça a failli déchirer la famille. La maison était presque une maison triste. En y vivant, nous avons commencé à avoir beaucoup de problèmes. Mon frère, ça a été dur pour lui d'habiter dans cette maison. Pour je ne sais quelle raison, c'était rude. Je dois dire qu'il y avait beaucoup de violence dans cette maison. On pouvait ressentir plusieurs choses dans cette maison. Quand vous alliez à l'étage, il y avait cette colère intense. Il y avait ces accès presque de violence, surtout dans la partie ancienne de la maison. Sean est devenu très isolé. Il n'avait pas beaucoup d'amis à cette époque et il a commencé à changer. Après un entraînement de baseball, mon père est entré dans ma chambre. Je venais de baisser le bras pour attraper la barre d'une de mes haltères. Je ne sais pas pourquoi. Je la tenais et j'essayais de la reposer par terre, mais je n'y arrivais pas. Il ne savait pas quoi faire, il ne pouvait pas la reposer. Le moindre muscle de mon bras s'est tendu à l'extrême, comme si j'allais frapper mon père avec cette barre. Sean a dit qu'il sentait qu'il pouvait tuer à cet instant. Il disait que c'était comme si quelque chose forçait sa main à faire cela. Je n'avais aucun contrôle. Je me rappelle avoir pensé,
Pourquoi est-ce que je tiens ça? Pourquoi est-ce que je me sens tellement enragé? Pourquoi? Je n'ai aucune raison pour ça. C'était juste cette rage bizarre qui m'envahissait. La sensation de ne plus avoir de contrôle. Sean était comme, je déteste le dire, possédé. Mais quelque chose était là et le forçait à faire ça. Et dès que mon père a quitté la pièce, toutes ces sensations de colère qui m'habitaient, elles étaient parties. Et l'haltère m'est littéralement tombé des mains. J'étais à la salle de bain en bas et il y avait une cage d'escalier sur la gauche et la salle de bain était là. Quand j'ai regardé dans le miroir, il y avait le reflet d'une personne. Il était réel, pas comme s'il était transparent. Il était très pâle. Il avait les cheveux noirs et il faisait pitié. Il avait une chemise avec des motifs et il était appuyé sur la rampe d'escalier, comme ça. Son regard était intense et triste, un visage très fermé, très blanc. Pour moi, c'était une âme tourmentée, quelqu'un de vraiment très perturbé dans cette maison. Il fallait que j'aille aux toilettes. Et je me tiens là, et inconsciemment, je remarque quelque chose là sur le côté, dans le reflet du miroir. Alors je regarde, et je vois sur la rampe de l'escalier le torse et la tête d'un homme. Je me souviens de quoi il avait l'air, jusqu'au moindre détail. Il portait une chemise à motifs rouge et noir, comme celle que portent les bûcherons par exemple. Ça n'a sans doute duré qu'une seconde ou deux, mais sur le coup, c'était une éternité. Nous sommes rentrés à la maison et il a dit « Hé maman, je l'ai vu, j'ai vu ce mec !» Je lui réponds, Sean, quel mec? Et lui, il y avait ce type, là, dans l'escalier. Je lui demande de me le décrire. Et il m'a décrit le bûcheron. Il y avait quelque chose qui rendait les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être chez soi. En grandissant, j'ai eu la malchance d'avoir mauvais caractère. Un jour, mon père a même dû me maîtriser. Mes bras étaient en arrière, comme ça, et mon père les maintenait serrés. Il était à califourchon sur mon buste, en tenant mes bras au sol. Je ne sais pas comment il a fait ça, mais il a projeté Glenn en l'air. Je ne sais pas quel genre de force surhumaine lui est venue, ni d'où cela venait, mais... Il a réellement éjecté mon père. Comment ça s'est produit, je n'en sais rien. Ça s'est passé dans le séjour. Je me suis mis à rouler sur moi-même jusqu'à la véranda, cette partie plus récente. Et à ce moment, toutes ces sensations mauvaises m'avaient quitté. C'était « mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» C'était très bizarre. Pour un garçon de 12 ans, je veux dire, avoir la force de faire cela à un homme qui... Il était si imposant. Ça n'a aucun sens. Je crois que cette maison a dû connaître un grand traumatisme. Tout ce que je sais, c'est que ça n'aimait pas beaucoup mon père. Vraiment pas. Alors que cet homme dans l'escalier, il me faisait sentir calme et protégé. En ayant vu le bien et le mal, et j'ai vu les deux, c'était le mal. Ce qu'il y avait là-dedans, c'était le mal. Je pense que ça nous a changés.
C'est allé si loin que ça a failli déchirer la famille. C'est devenu intense, vraiment. Nous sommes passés d'une jolie petite famille à une famille déchirée. C'est une maison épouvantable. Nous n'y sommes pas heureux. Quelque chose s'y passe et nous devons regarder ailleurs. Il faut qu'on déménage. Je suis toujours effrayée. Oui, effrayée. J'en ai encore des frissons et j'y pense toujours. Je me dis que parfois, il faut rencontrer le mal pour trouver le bien. Je pense que ça a vraiment renforcé l'idée en moi qu'il y a autre chose pour nous. Il y a autre chose pour nous une fois que nous avons quitté cette enveloppe. Ce n'est pas fini. Parfois, heureusement, les fantômes nous veulent du bien. Le père d'Elsie est mort dans ses bras, mais son esprit est resté. La nuit où il est mort, son esprit est réellement venu à moi. Et depuis sa mort, il continue de veiller sur sa famille. En général, je sais quand un message va arriver. Il aurait même sauvé la vie de sa veuve. S'il ne l'avait pas emmenée à l'hôpital ce soir-là, elle ne serait plus en vie. Quand mon père est mort dans mes bras en 2000, ça nous a tous énormément marqués. Déjà parce que nous l'aimions tous très fort, mais aussi parce que nous croyons qu'il est venu nous voir après avoir quitté son corps. Cette nuit, quand il est mort, son esprit m'a réellement rendu visite chez moi. J'ai vu une boule de lumière qui flottait, montait le long du mur, et alors doucement, tout doucement, elle s'est dissipée dans la pièce. Et je sais qu'il voulait dire « je suis là, et je vais bien, et n'aie pas de peine ». Vous avez toujours du chagrin. C'était l'anniversaire de sa mort, et à exactement 16h30, tout d'un coup, j'ai été submergée par cette mélancolie. Je me posais encore ces mêmes questions. Ai-je bien fait de suivre mes rêves et de devenir artiste? Et j'ai dit à haute voix, « Papa, qu'est-ce que je devrais faire ?» Et j'ai entendu quelque chose gratter, gratter, gratter derrière le mur contre lequel j'étais assise. Il y avait cette grande bibliothèque juste derrière moi, à peu près 15 cm. Et au moment où je me suis levée, et que ça grattait un peu plus fort, tout d'un coup, ce petit album photo s'est déplacé vers moi très vite. J'avais un peu peur, je n'étais pas sûre. Est-ce que j'avais vraiment vu ça? Parce que j'étais seule dans la maison à cet instant. Mais j'ai pensé, oui, je l'ai bien vu bouger. Là, j'ai commencé à avoir vraiment peur. Parce que j'avais posé cette question à mon père, non? Je téléphonais à ma mère ce soir-là et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Et elle m'a dit, tu sais, ton père essaie sans doute de communiquer avec toi. À chaque fois que tu lui posais une question, il te répondait. Donc je suis absolument convaincue que mon père veille toujours sur moi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des fois où je suis assise dans la cuisine et le porche, on peut voir le porche depuis la cuisine. Et de temps en temps, je vois ce visage gris passer et sortir par la porte. On entend clairement la porte s'ouvrir et se fermer. Je savais qu'un message allait arriver. Je m'étais levée au milieu de la nuit pour aller me servir une boisson fraîche. La maison était plongée dans le noir, aucune lumière allumée. Et j'ai physiquement heurté quelque chose de solide. Ça m'a complètement chamboulée. C'est à cause de ce sentiment que j'ai eu instantanément. Quand j'ai heurté ce mur d'obscurité, c'était si mauvais que c'était menaçant et... Le message que j'ai eu à ce moment, c'est il y a un problème, mais pas ici à Toronto. C'est un problème à Winnipeg. Alors j'ai appelé ma mère cette nuit-là et je lui ai demandé « Comment tu te sens ?»
Je sentais que je devais lui demander et elle m'a répondu que sa jambe lui faisait très mal. Elle avait souvent mal, mais là, c'était très douloureux. Je lui ai dit, maman, fais-moi une faveur. Je pense que tu dois voir un docteur, le voir aujourd'hui. Appelle-moi quand tu sors de chez le médecin. Sur mon insistance, elle y est allée et lui a dit que si elle n'était pas venue ce jour-là, elle serait morte dans les 24 heures. Elle avait un caillot dans le mollet et il commençait à bouger. Et s'il ne l'avait pas emmenée à l'hôpital ce jour-là, elle ne serait plus en vie. Je suis absolument convaincue que mon père me parle, que mon père continue de veiller sur moi. Accidents, meurtres et catastrophes viennent briser des vies inachevées. Lors d'une mort violente, prématurée, les êtres ne peuvent pas se préparer à quitter la vie. Égarés, ne connaissant pas la paix, leurs âmes reviendraient tourmenter les vivants. Des sensations de terreur, de catastrophe imminente. Pour une raison ou pour une autre, son esprit était revenu. Dawn et Leonard ont tous les deux fait la dérangeante rencontre de ces âmes fauchées. Voici leur histoire. J'ai toujours été très intéressée par le Titanic. Et en novembre 1999, il y avait cette grande exposition à Toronto. J'ai proposé à une amie et nous y sommes allés ensemble. Il y avait une boutique de souvenirs et c'était essentiellement des reproductions faites en Chine et des photos, des reproductions de bijoux. Et en bas, et bien en vue à côté de la caisse, je ne croyais pas mes yeux. Il y avait d'authentiques morceaux de charbon qui venaient réellement du Titanic. J'étais stupéfaite et personne ne les regardait. J'ai dit à mon ami, regarde, on peut avoir du charbon du Titanic qui était à bord cette nuit-là. J'ai pris une boîte et je l'ai achetée. J'avais un morceau de cette nuit. Je l'avais avec moi. C'était mon trésor. J'ai commencé à me sentir vraiment mal. À un moment, mes genoux se sont mis à trembler. Et je me suis dit, je ne peux rien avaler. Je ne devrais pas être ici. Et je savais ce qu'il y avait dans mon sac. Je n'aurais pas dû l'avoir. Ça aurait pu être aussi une main tranchée au fond de mon sac. Je voulais m'en débarrasser. Je ne m'étais jamais sentie comme ça. C'était très intense. Un peu plus tard dans la journée, il n'y avait plus aucun doute pour moi. Ce charbon venait bien du Titanic. J'ai eu ce sentiment d'urgence. Il fallait que je rende ce morceau de charbon et l'exposition fermée, je n'ai pas pu rapporter le charbon. Je me souviens même avoir regardé le lac Ontario et m'être dit que je pouvais le rendre à l'eau. Et puis j'ai pensé que ce ne serait pas la bonne chose à faire. Ce serait ne pas le traiter avec respect. Alors j'ai juste dit, rentrons à la maison. Et je crois que je suis arrivée vers 11h30. Mon fils est monté se coucher et mon mari aussi. Il devait se lever tôt le lendemain. Et j'ai mis la boîte sur le rebord de la fenêtre. J'étais très tendue et je suis restée éveillée. C'est seulement après 1h du matin que je suis allée me coucher. J'ai laissé le charbon où il était. Il était hors de question de le monter à l'étage. Et je me suis dit, je m'en occuperai demain. Dans la chambre, j'ai l'habitude d'aller au lit la première, et c'est mon mari qui ferme complètement le volet. Moi, j'aime qu'il soit un peu relevé. Alors je l'ai relevé, et je me suis mise au lit. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai regardé la fenêtre. Il y avait quelqu'un à la fenêtre. Je me suis mise à hurler et je me suis réfugiée contre mon mari. Évidemment, il s'est réveillé tout de suite comme je criais. Il m'a demandé « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui ai répondu « Il y a quelqu'un à la fenêtre. »
C'était un homme qui regardait à l'intérieur. Je pouvais voir sa tête et ses épaules, mais nous étions au premier étage. C'était impossible. C'était un homme de presque 50 ans. Il avait l'air perdu. Il avait le regard mort. Aujourd'hui, ce charbon me fait moins peur, mais j'ai le sentiment qu'il est à ma charge. Je dois m'en occuper, le traiter avec dignité et respect. Quand je travaillais à l'hôpital, il y avait ce service de pédiatrie désaffecté. Il était au premier étage et cela faisait à peu près 8 ans qu'il était fermé. J'avais des choses à y faire parce qu'il y avait un bureau dans une des chambres du service. Je passe la porte du service, je passe dans le couloir et sur la droite de mon champ de vision, je remarque qu'il y a quelqu'un. Alors j'ai regardé et j'ai vu cette petite fille. Elle avait 7 ou 8 ans, les yeux bleus, blonde. Et elle se tenait debout, là, avec cette espèce de pyjama. Et je me souviens qu'il y avait des oursons dessinés dessus. Elle a tendu le bras vers moi et elle a essayé d'articuler quelques mots. Je l'ai regardée et je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fais ici? C'est fermé. » Et alors que je la regardais, elle a commencé à se dématérialiser. J'ai vraiment pu voir à travers elle. À ce moment-là, on n'y croit pas. On se demande, est-ce que j'ai réellement vu ça? J'ai fini par retourner à l'autre bureau pour parler à l'infirmière. Je lui ai simplement demandé, ce service est bien fermé depuis plusieurs années. Et elle m'a répondu, oui. Quelque chose d'anormal s'y est produit? Je ne lui ai donné aucune information. Je voulais que ça vienne d'elle. Et elle a dit, vous l'avez vu, hein? J'ai répondu, dites-moi ce que j'ai vu. Elle l'a parfaitement décrite. 7-8 ans, les yeux bleus, cheveux blonds, 1m35 environ. Elle a même décrit ses vêtements. J'ai appris plus tard que 2 autres personnes de l'hôpital avaient eu la même expérience. Ça a vraiment confirmé ce que j'avais vu, que je l'avais vraiment vu. Je me suis dit qu'en fait, c'était l'esprit de cette petite fille était revenu, pour une raison ou pour une autre. Peut-être qu'elle était morte dans une de ses chambres, des années auparavant. Je pense sincèrement qu'elle n'était pas prête à mourir et qu'elle ne savait pas ce qui lui était arrivé. Mon frère travaille dans un magasin de pompes funèbres de Toronto. Un jour, il avait un problème de voiture et il m'a demandé de venir le chercher à l'heure où il fermait. J'y suis allé pour le voir. J'arrive à la porte d'entrée et il était très occupé en bas. Alors j'ai décidé de m'asseoir sur une des chaises dans l'entrée du bâtiment. J'étais assis là et une jeune fille d'environ 16 ans est entrée. Elle était très jolie, très belle. Elle portait un sari rouge. C'était une indienne. En rentrant, elle ne m'a pas regardé. Elle est juste passée comme ça devant moi. Et puis elle est montée à l'étage. Alors, quand mon frère est remonté d'en bas et m'a dit « Léonard, nous allons partir maintenant », je lui ai dit « Il y a une jeune fille qui vient de rentrer et qui est là-haut. Tu devrais lui dire de partir, parce que nous allions fermer à clé. » Il m'a répondu qu'il n'avait rien vu sur les écrans de contrôle. Je lui ai dit « Si, elle est ici. Viens avec moi, montons. Et nous allons lui demander de partir. » Et il n'y avait personne. Et la salle de veillée était fermée à clé. Mais j'ai insisté. Elle est en haut. Alors, à contre-cœur, il a sorti ses clés, ouvert la porte.
Et nous sommes entrés dans cette pièce particulière. Quand j'ai regardé autour de moi, il y avait une jeune fille dans un cercueil. Je me suis approché un peu, et quand je l'ai regardée, c'était une jeune fille de 16 ans, une indienne. Et elle portait un sari rouge. Et elle était morte. À ce moment, on réalise qu'on n'a pas vu une personne venue visiter. On a vu un mort. À ce moment, on est en même temps incrédule et terrorisé. Rencontrer un esprit malfaisant est déjà traumatisant. Elle a posé les yeux sur moi avec ce regard très bizarre. C'était quelque chose de très étrange. Et un jour, j'ai ouvert la porte et un bras est sorti. Comme ça. Mais c'est encore pire quand votre entourage ne vous croit pas et vous laisse seul face à vos peurs. Elle ne m'a pas cru, tout simplement. Elle n'a rien cru de ce que je racontais. Pas un mot. S'il s'était planté devant moi et m'avait dit « Écoute, ça s'est vraiment passé », j'aurais été soulagée. Enfants, Aaron et Kendra ont tous les deux connu le double traumatisme d'être tourmentés par des fantômes et traités de menteurs. Rencontrer un esprit malfaisant est déjà traumatisant. Elle a posé les yeux sur moi avec ce regard très bizarre. C'était quelque chose de très étrange. Et un jour, j'ai ouvert la porte et un bras est sorti. Comme ça. Mais c'est encore pire quand votre entourage ne vous croit pas et vous laisse seul face à vos peurs. Elle ne m'a pas cru, tout simplement. Elle n'a rien cru de ce que je racontais. Pas un mot. S'il s'était planté devant moi et m'avait dit « Écoute, ça s'est vraiment passé », j'aurais été soulagée. Enfants, Aaron et Kendra ont tous les deux connu le double traumatisme d'être tourmentés par des fantômes et traités de menteurs. J'étais un vrai fauteur de troubles quand j'étais gamin. Je ne m'entendais pas bien avec les autres, donc j'avais pas beaucoup d'amis. Mes proches, c'était la famille. Dans le sous-sol, chez ma tante, c'est là que nous jouions la plupart du temps. C'était le seul endroit dans la maison où on pouvait être vraiment des enfants, détacher nos cheveux, faire ce qu'on voulait. Quand je venais là avec ma mère, je cachais leurs chaussures, je les insultais, je m'approchais derrière eux pour leur faire peur, ce genre de choses. La grand-mère ne m'aimait vraiment pas. À chaque fois, elle me punissait pour avoir caché les chaussures ou d'autres bêtises. Elle me tenait pour un fauteur de troubles. Et c'est ce que j'étais. Elle avait toutes les raisons de penser ça. Mais c'était étrange parce qu'elle arrivait à voir vraiment qui j'étais. Elle me voyait mieux que personne. Je suis devenu encore plus un sale gosse après sa mort. Il n'y avait plus personne pour m'attraper. Je suis vraiment devenu insupportable. Ça devait faire 1 heure qu'on jouait quand j'ai eu l'idée de m'amuser un peu avec ma cousine Rachel. J'ai décidé d'aller tout en haut de l'escalier et d'éteindre les lumières. Je l'ai fait 2 ou 3 fois avant de me dire qu'une petite dernière ne ferait de mal à personne. J'ai remonté l'escalier, mais juste avant que j'atteigne l'interrupteur, les lumières se sont éteintes toutes seules. J'ai attrapé la poignée de la porte, je l'ai secouée, mais c'était fermé. Je ne pouvais pas sortir. Je me demandais ce qui se passait et j'avais vraiment peur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai redescendu l'escalier et tout d'un coup, la lumière s'est rallumée.
Ma cousine Rachel, elle était étendue au milieu de la pièce. Ses bras et ses jambes étaient écartés, comme si elle voulait dessiner un ange dans la neige, ou quelque chose comme ça. C'était une position très bizarre, et ses yeux étaient blancs. On aurait dit qu'ils étaient révulsés. Et sa robe, elle avait une chemise de nuit et elle était complètement imbibée de sang. Je n'ai jamais rien ressenti de tel. J'étais figé, j'étais paralysé par la peur. À ce moment, ma petite cousine Rachel s'est levée. C'était bizarre, c'était pas comme si elle utilisait sa propre force. On aurait dit... En fait, elle ne poussait même pas sur ses jambes. C'est la chose la plus effrayante que j'ai vue de toute ma vie. Elle a posé les yeux sur moi avec ce regard très bizarre. C'était quelque chose de très étrange. Je n'ai même pas le début d'une explication pour ça. Pendant une minute, elle m'a regardé fixement comme ça, et tout d'un coup, elle est sortie de cette transe et elle est partie en courant auprès de sa mère. Alors j'ai couru après elle et j'ai hurlé à ma tante « Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle va bien ?» Ma tante a répondu « Ça va, ça va. Ta mère va venir te chercher. » Je pense que la grand-mère voulait me virer de cette maison. J'étais vraiment méchant avec ses enfants et je sais qu'elle était très protectrice. Elle savait que je devrais m'expliquer pour cette situation. Avec les lumières éteintes, personne ne savait ce qui s'était passé. Pour être honnête avec vous, je pense que la grand-mère m'a piégé. Je n'avais encore jamais été piégé par un fantôme. Ma mère ne me faisait pas confiance non plus. Au retour, dans la voiture, je lui ai raconté ce qui s'était passé, mais elle ne m'a pas cru, tout simplement. Elle n'a rien cru de ce que je racontais, pas un mot. J'ai été vraiment mis à l'écart de la famille après ça. J'étais celui à qui on ne peut pas faire confiance. Si seulement ils avaient réalisé que ce n'était pas moi qui avais éteint les lumières. Je n'ai même pas eu ma chance. S'ils m'avaient vu grimper l'escalier, ils auraient su que j'avais pas fait ça. C'était une journée plutôt calme. Et tout d'un coup, sorti de nulle part, ce bruit de battements sourds et de claquements. Exactement l'idée qu'un enfant peut se faire du bruit d'un monstre. Et le sol tout entier vibrait. Soudain, la poignée de la porte s'est mise à bouger. Avec ma sœur, on s'est dit, qu'est-ce que ça peut être? À moins que quelqu'un ait escaladé l'arbre près de la maison et soit monté sur la véranda. Qu'est-ce que ça pouvait être? Alors nous avons essayé de tourner la poignée, mais la porte ne voulait pas s'ouvrir. Et tout à coup, le bruit de quelque chose qui s'enclenche, comme un fusil. Mon père était très rationnel. Il a vu à quel point nous étions effrayés et ça l'a énervé. Il a dit, il doit y avoir une bonne explication, je vais la trouver. Tout ira bien. Ma sœur a juste répondu, oui papa, tu as raison. Je me suis sentie complètement abandonnée. S'il s'était planté devant moi et m'avait dit, écoute, ça s'est vraiment passé, j'aurais été soulagée. On n'aurait pas dit que j'étais celle qui invente des histoires. Peu de temps après, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je me retrouvais 5 minutes seule dans la maison, cette entité sortait du sous-sol et marchait dans la maison. Au début, je n'ai pas voulu le croire. Mais ça ne commençait jamais avant que mes parents partent travailler. Ça m'énervait. J'ouvrais la porte du sous-sol et je criais. Je proférais des insanités. J'étais tellement en colère. Et je voulais que cette chose me laisse tranquille un jour. Mais elle revenait toujours. J'ai commencé à avoir des palpitations cardiaques. Je les ai encore aujourd'hui. Et je crois que tout a commencé à cause de cette chose.
Ça me terrorisait parce que parfois, je faisais du somnambulisme et plusieurs fois, je me suis réveillée au milieu du sous-sol. J'avais si peur. J'avais l'impression d'être gelée. Je pensais que je pouvais mourir là-bas. Je pouvais mourir. Cette chose allait me tuer. C'est pour ça qu'elle venait tous les jours, pour que je me résigne. J'étais certaine que ça allait me tuer. Et d'une certaine manière, spirituellement, ça m'a tuée. Un jour, j'ai ouvert la porte et un bras est sorti, comme ça. Mais il n'avait pas de vêtements. Il avait des... Vous voyez presque les muscles. Il a levé son bras et je pouvais voir son ombre sur le mur. Il avait cette boule dans la main et il la serrait. C'était très traumatisant de ne pas être cru. Quand on ne vous croit pas. Je voulais m'éloigner de mon père. Je voulais m'éloigner de cette maison. Je ne voulais pas subir ce que faisait cette entité plus longtemps. Alors je me suis dit, ok, j'ai 22 ans, je m'en vais. Je ne reste plus dans cette maison. Je suis allée à Vancouver, je devais juste franchir le pas et partir. Je déteste cette maison. Les folklores locaux sont remplis d'histoires de fantômes et d'esprits. Et s'il y avait du vrai dans tout ça? Une tradition indienne veut qu'au moment de s'installer dans une maison, on la nettoie de ses esprits par une cérémonie. La sœur de Ravi, elle, ne l'a pas fait. J'ai regardé le rocking chair et il s'est mis à se balancer. Je le regarde et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, la maison de ma sœur, c'est assez intéressant. Je me souviens qu'à chaque fois que je dormais chez elle, elle préparait un lit pour moi dans une chambre à l'étage. À chaque fois, je m'endormais et je me réveillais au milieu de la nuit. Et je ne pouvais pas bouger. Ce n'était pas comme si quelqu'un tenait mes bras, je sentais plutôt que quelqu'un m'enfonçait dans le lit. Toutes mes articulations étaient bloquées, je ne pouvais pas plier mes jambes ni mes doigts. Je ne pouvais même pas crier ou appeler, rien. Je savais que je ne rêvais pas parce que mes yeux étaient grands ouverts. Ça se répétait. Je m'endormais et la même chose se produisait. À chaque fois, je ne pouvais pas dormir. J'ai essayé de dormir dans d'autres pièces. Et c'était vraiment dans celle-là que je ne pouvais pas dormir, à cause de ces choses bizarres. J'évitais de venir chez ma sœur. Je ne voulais pas aller dans cette chambre. L'événement le plus remarquable dont je me souvienne dans cette maison, c'était il y a 5 ans. Il y avait eu de grosses chutes de neige et toute la ville s'était arrêtée. Je me souviens parce que j'ai dû dormir chez ma sœur, je n'avais pas le choix. Je l'ai appelée et je lui ai dit que je venais dormir chez elle. Elle m'a dit pas de problème. Et après le dîner, elle va pour préparer la chambre à l'étage, alors je lui dis que je ne veux pas dormir en haut. Elle répond d'accord, tu vas dormir dans le canapé ici. Après, j'étais allongé dans le canapé et je ne me sentais pas tranquille. Alors j'ai laissé la lumière allumée. Je me souviens que la chaudière s'est arrêtée, que toute la maison a tremblé. Ça m'a réveillé d'un coup. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'était que ça? Alors je me suis dit, ok, dans une maison qui a 60 ou 70 ans, la chaudière s'est arrêtée. Alors j'ai essayé de me rendormir, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai rouvert les yeux. J'ai regardé vers le rocking chair, et elle s'est mise à se balancer. Je le regarde encore et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? À ce moment, je réalise qu'il y a une aération derrière le rocking chair, donc ça doit être le chauffage. Sauf que la chaudière s'est arrêtée. Alors pourquoi ce fauteuil bouge-t-il? Et je jette un autre coup d'œil au rocking chair et il se met à bouger plus vite.
Et je prie Dieu et je pense, s'il vous plaît, faites que ce soit un rêve. Laissez-moi me réveiller. Je me suis caché sous les draps et je me suis dit, allez, je regarde à nouveau. Ce n'est probablement pas... Ça doit être mon imagination. C'est parce que cette maison me fout la trouille. Alors je jette un coup d'œil par-dessous et il bougeait encore plus vite. À ce moment-là, il allait en avant, en arrière, en avant, en arrière. Et d'un coup, il s'est arrêté. Comme si quelqu'un était assis dessus et avait décidé de partir. J'ai eu tellement peur que je suis tombé dans les pommes. Manifestement, il y a une sorte de drame qui s'est tenu dans cette maison, et l'esprit... Il y a un esprit ou quelque chose comme ça dans cette maison qui n'est pas en paix. Le truc, c'est que dans la culture indienne, quand vous emménagez quelque part, il y a une cérémonie pour nettoyer la maison, pour la bénir. Nous appelons ça un kata. On invite un prêtre, de la famille et des proches. On chante des prières et le prêtre chasse les mauvais esprits. Ma sœur, ça fait je ne sais combien d'années qu'elle habite là. Elle ne l'a pas fait. La sensation de terreur, rien qu'en voyant ce rocking chair bouger tout seul, c'était horrible. Je ne veux plus jamais vivre ça. Comment ne pas croire aux fantômes quand vous avez vous-même été l'un d'eux? Je volais vraiment vite. C'était ma précédente vie. Juste un petit garçon qui s'est noyé. Catherine est morte sur une table d'opération lorsqu'elle avait 12 ans. Revenue à la vie, elle raconte comment, l'espace d'un instant, elle est devenue un fantôme. J'ai vu mon corps flotter. Je voulais aller dans la lumière. Don, lui, pense être la réincarnation d'un garçon de 6 ans, mort noyé dans un lac gelé. Je faisais des rêves où il était question d'eau et de noyade. Son récit est très troublant. J'ai eu le sentiment d'avoir déjà vu ces yeux-là. Catherine et Don sont-ils les preuves vivantes que les esprits existent? Il y a une vie après la mort. Il y a quelque chose d'autre. J'avais 12 ou 13 ans et je suis tombée très malade. J'ai été emmenée chez notre médecin de famille 2 fois dans la semaine, mais il m'a dit de rentrer chez moi, que c'était juste la grippe. Et puis mon état a empiré. Et c'est mon père qui a dit « Bon, je l'emmène à l'hôpital » et il l'a fait. 2 heures plus tard, on m'opérait en urgence. Quand on m'a ouvert, l'appendice était à son maximum. Elle avait explosé. Sur la table d'opération, j'ai vu mon corps flotter. En fait, je pense que c'était mon âme qui s'envolait loin de mon corps en direction du plafond. Et j'ai vu 4 ou 5 personnes dans le bloc opératoire. J'ai vu le docteur, je pense que c'était l'anesthésiste, et peut-être 2 ou 3 infirmières. Je ne prêtais pas attention à mon corps. Quand j'ai regardé en bas, j'ai simplement été attirée par une lumière, tout au bout de ce qui ressemblait à un couloir très long et très sombre. C'était comme un morceau blanc, un morceau de papier brillant très blanc, peut-être avec une ampoule derrière. C'était blanc et brillant comme cela. Et j'ai commencé à voler très près du plafond, et très vite en direction de la lumière. Et puis j'ai fait du surplace, devant la lumière. Je ne sais pas ce qui m'a fait faire du surplace. Je ne sais pas ce qui m'a fait m'arrêter. Je n'avais aucune douleur, je ne sentais rien. Je me sentais juste incroyablement bien. Une voix m'a demandé « Veux-tu partir ou veux-tu rester ?» Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était ma mère. Je ne voulais pas quitter ma mère et je savais qu'elle s'inquiétait. Et j'ai dit, pour toutes ces raisons, non, je ne veux pas traverser la lumière, parce que je ne veux pas laisser ma mère, et je ne voulais pas ne pas vivre ma vie. Je ne l'oublierai jamais. Aujourd'hui, j'ai 38 ans, et je ne l'oublierai jamais.
Eh bien, je n'ai pas raconté à mes parents ou à ma famille l'expérience que j'avais vécue. Comme j'étais très jeune, je ne savais pas. Je ne savais pas quoi en penser. Et puis 1 an après mon opération, quand ma mère est rentrée ce soir-là, je lui ai demandé. Et elle m'a dit que c'était vrai, que j'étais bien morte sur cette table d'opération, que mon cœur s'était arrêté et j'étais morte. Elle avait des papiers pour le prouver et elle me les a montrés. J'étais très... Il y avait mon nom dessus et j'étais très choquée. Une feuille longue d'à peu près 2 mètres, perforée et pliée en accordéon, avec dessus une simple ligne rouge, toute droite. J'étais en état de choc. J'ai dû regarder ce papier et mon nom dessus pendant des semaines. Parce que j'étais en état de choc. Je ne pouvais pas croire que j'étais vraiment morte sur cette table d'opération et que j'étais revenue à la vie. Et après une expérience comme ça, une autre dimension s'ouvre. Il y a une vie après la mort. Il y a quelque chose d'autre. Je faisais des rêves d'eau et de noyade. Et je me souviens m'être souvent réveillé, complètement terrorisé. Un rêve se répétait souvent, peut-être 1 fois par mois, autant que je m'en souvienne. L'eau était marron et avait l'air sale. Je me réveillais toujours fatigué, épuisé de ce rêve. C'était une sensation étrange. C'était terrifiant. La plupart du temps, je rêvais de noyade. Je me souviens que j'avais peur d'aller sous l'eau. Je ne suis jamais allé sous l'eau. On était en 1958. Je n'étais jamais allé dans l'Ontario avant. J'avais 2 frères qui habitaient à Sudbury. Et mes parents, ma sœur et moi, on avait décidé d'y aller en vacances. J'avais beaucoup de problèmes aux dents à cette époque. J'avais 19 ou 20 ans et c'est moi qui conduisais tout le trajet. J'ai dit, il faut que je m'arrête, je dois voir un dentiste. J'avais très mal, je prenais des médicaments contre la douleur, mais rien n'y faisait. Donc on s'est arrêté tout près de Renfrew, dans l'Ontario, à une station-service. Et j'ai demandé au pompiste où se trouvait le dentiste le plus proche. Il m'a dit, descendez cette rue et tournez à gauche. C'est ce que j'ai fait. Et alors que je descendais la rue, j'ai eu cette sensation que j'étais déjà venu à cet endroit. Je savais où j'allais. Et quand j'ai atteint la rue du dentiste, je savais exactement où tourner parce que quand j'ai tourné, il y avait ce lac ou ce réservoir avec des hautes herbes autour. Et au fur et à mesure que je descendais la rue, je savais exactement à quoi la maison allait ressembler. Je me suis engagé dans l'allée et comme je m'y attendais, l'enseigne du dentiste était sur la façade.
J'étais sur le seuil à attendre que quelqu'un m'ouvre. Je me suis retourné et j'ai posé les yeux sur cette glace. Et j'ai eu cette étrange impression, une sensation comme si j'allais devoir retenir ma respiration. Et juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte. Je me suis retourné et il y avait cette femme assez âgée qui me regardait. Nous nous sommes regardés droit dans les yeux et immédiatement, j'ai eu le sentiment que j'avais déjà vu ces yeux-là avant. C'était une sensation vraiment très étrange. Elle m'a dit « Est-ce que je peux vous aider ?» J'ai juste dit « Excusez-moi, non, j'ai dû me tromper de maison. » Tout ce que je voulais, c'était partir. Quelques années plus tard, j'ai rencontré une femme à Montréal dans le cadre de mon travail. Elle avait perdu sa fille de 8 ans à cause d'un cancer. Nous nous sommes mis à parler de réincarnation. Elle voulait y croire que sa fille pouvait être revenue. Ça m'a rappelé mon histoire, alors qu'à l'époque, j'avais vraiment mis ça de côté. Et elle a voulu qu'on fasse des recherches. Son idée, c'était de regarder en 1938, l'année de ma naissance. Et elle a trouvé cette nécrologie d'un petit garçon de 6 ans, fils d'un dentiste, qui était mort noyé en 1938, l'année exacte où je suis né. J'étais très énervé quand j'ai lu l'article, parce que vraiment, je voulais pas y croire. Elle était complètement convaincue que j'étais ce garçon. Et ça m'a fait penser à ma peur de l'eau, ma peur d'aller sous l'eau et au fait que je n'aime pas marcher sur la glace. Et je me suis dit, mais c'est ça. J'ai toujours peur de la noyade parce que dans une vie antérieure, j'ai connu la noyade. Je crois que c'était moi et que c'était ma précédente vie. Pas un prince ni un roi, juste un petit garçon qui s'est noyé. La famille Hay, elle aussi, a emménagé dans une maison hantée. Il y avait des ombres qui ne pouvaient pas être celles d'animaux. Toute leur enfance, les 4 sœurs de la famille vont avoir affaire à un esprit. Il ne me poussait pas pour que je me balance. Il voulait me faire tomber. Mais cette fois, l'occupant n'est pas amical du tout. La famille Hay, elle aussi, a emménagé dans une maison hantée. Il y avait des ombres qui ne pouvaient pas être celles d'animaux. Toute leur enfance, les 4 sœurs de la famille vont avoir affaire à un esprit. Il ne me poussait pas pour que je me balance. Il voulait me faire tomber. Mais cette fois, l'occupant n'est pas amical du tout. La maison est dans un petit hameau juste à l'écart de Kingston, appelé Inverary. Et c'était plutôt isolé. Le plus proche voisin devait être à 1,5 km. Et quand nous avons emménagé, au moment où j'ai posé le pied dans la maison, et je sais que mes sœurs ont ressenti la même chose, on aurait dit qu'il y avait une présence négative dans la maison. On voyait des choses, on entendait des bruits.
Il y avait des ombres qui ne pouvaient pas être celles d'animaux. Nous avions une balançoire dehors, du côté du séjour. J'étais en train de me balancer et je l'ai senti me pousser. Je sentais la balançoire essayer de décoller du sol. Il ne me poussait pas pour que je me balance. Il voulait me faire tomber. Vous saviez qu'il était là. Vous n'aviez pas besoin de le voir, c'était une sensation. Mais j'ai su qu'il était vraiment là, car je l'ai clairement vu à l'intérieur de la maison. Je ne crois pas avoir jamais réussi à faire une nuit complète dans cette maison. Je me réveillais chaque nuit. Cette nuit-là, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu cet homme qui se tenait au pied du lit de ma sœur. Et on pouvait entendre... Pour moi, c'était comme un ricanement. Je veux dire, cette chose n'avait jamais fait aucun bruit avant. Il tapait contre des objets, mais je ne l'avais jamais vu essayer de s'exprimer. Et alors il s'est détourné et j'ai pu le voir debout, à côté du lit de ma sœur, avec sa corde. Elle avait un nœud de pendu. Je l'ai vu à côté de son lit et je me suis mise à hurler. Et ma sœur s'est réveillée. Alors il s'est enfui à travers la pièce, il m'a traversé et il est sorti par la fenêtre derrière moi. Il est réellement passé à travers moi. C'est sûrement une des sensations les plus désagréables que j'ai connues de toute ma vie. Je m'en souviendrai toujours. Je me rappelle toujours de cette sensation. C'était épouvantable. J'ai eu une intense sensation de froid. Et c'est comme s'il avait emporté une partie de moi avec lui. C'était très étrange. D'habitude, les soirées pyjama avaient lieu dans le jardin, sous la tente. On était là à dormir et ma sœur s'est réveillée. Elle a commencé à crier. Je me suis réveillée, j'ai regardé dehors et il y avait cette personne avec une capuche qui se tenait à l'extérieur de la tente. Et entre nous et lui, il y avait 3 femmes. C'est comme si elle se tenait en retrait et attendait qu'il fasse quelque chose. Ma sœur était complètement hystérique. C'était déjà assez pénible de voir cet homme tout le temps. Maintenant, il y avait aussi 3 femmes. Elle est partie en courant. Elle m'a abandonnée. On en rigole encore. L'homme a disparu. Et les 3 femmes aussi. Ma tante s'était présentée comme acheteuse potentielle de la maison et avec ma sœur, nous étions censés être là pour l'aider. C'est ce que nous avons dit à ce pauvre agent immobilier qui vendait notre ancienne maison. Nous nous sommes toutes retrouvées et en entrant dans la maison, c'était tellement bizarre. Rien n'avait changé. C'était comme si on avait remonté le temps. Ma tante occupait l'agent immobilier dans le séjour vers la cheminée et avec ma sœur, nous avons décidé de monter dans la chambre. Je ne sais pas si nous voulions donner le bâton pour nous faire battre, mais on est monté et nous nous sommes approchés de la fenêtre. Nous replongions dans nos souvenirs et la porte s'est refermée violemment. Nous nous sommes précipités vers la porte et toutes les deux, frénétiquement, nous avons essayé de l'ouvrir. On aurait dit qu'elle était coincée. On ne pouvait pas l'ouvrir. On pouvait entendre des bruits de battements, de claquements tout autour de la pièce alors qu'il n'y avait pas le moindre meuble dans la maison. Mais il y avait quand même ces bruits partout. Ça m'a semblé durer une éternité. Et d'un coup, la porte s'est ouverte, toute seule.
Ensuite, nous sommes descendus au sous-sol et il y avait toujours cette grosse chaudière qui ressemblait à une pieuvre. Elle avait toujours l'air aussi étrange. Je me tenais dans le coin et j'ai entendu ma sœur halter comme ça. Et nous nous sommes tournés et on pouvait voir une corde suspendue à la poutre. Ma sœur avait remonté l'escalier et elle était sortie avant même que j'ai fini de me tourner tellement elle était effrayée. Nous avons pris congé de l'agent immobilier et dans le trajet en voiture vers chez nous, ma tante nous a dit que un homme, sa femme et leurs 2 enfants avaient vécu ici les 5 dernières années et venaient de déménager. C'était pour ça qu'ils vendaient la maison, mais que dans le passé, un homme qui avait vécu ici s'était suicidé. Il s'était pendu dans notre chambre. Au début, quand j'ai entendu ça, j'étais très choquée. Je ne sais pas si on peut appeler ça une coïncidence, peut-être, mais je pense que cet esprit qui vivait dans la maison a quelque chose à voir avec tout ça. Vous savez, après quelques années, 10, 15 ans, on ne sait plus très bien. Est-ce que ça s'est réellement passé comme ça? Est-ce que c'était mon imagination? Mais quand j'ai entendu que cet homme avait mis fin à ses jours de cette façon dans notre chambre, tout est devenu parfaitement clair. Rémi était un homme secret. Il avait 40 ans lorsqu'il s'est donné la mort, laissant derrière lui femme et enfants. Je n'ai pas pensé une seconde qu'il pouvait faire quelque chose comme ça. Mais son âme tourmentée n'était peut-être pas prête à partir. Depuis qu'il est parti, je continue à le voir. Il continuerait à errer, coincé entre le monde des morts et celui des vivants. Je pense qu'il est perdu et qu'il ne sait pas où aller. Je pense que j'ai été le seul amour de sa vie. Il avait 10 ans de plus que moi. J'avais 21 ans quand je l'ai rencontré, lui 31. Et il est mort à 40. Je ne pouvais pas croire qu'il était mort. Je ne crois toujours pas aujourd'hui. Je m'attends à ce qu'il franchisse le seuil de chez nous à tout moment. Rémi était une bonne personne, un gros travailleur. Je n'ai pas vu du tout la dépression s'emparer de lui, ni qu'il puisse se suicider. Je n'ai pas pensé une seconde qu'il pouvait faire quelque chose comme ça. J'ai fait ce rêve. Je marchais le long d'un couloir. Dans le rêve, j'étais en train de le chercher. J'étais allée à son lieu de travail, ce que je ne faisais absolument jamais. Et je marche le long de ce couloir et j'arrive à une porte en acier. Il y avait beaucoup de portes, mais celle-là avait un panneau avec un éclair dessus. C'était un local électrique et j'ai essayé d'ouvrir la porte. Alors il y a cet homme qui vient et qui me dit « Laissez-moi vous aider ». Il tourne la poignée, il déverrouille et il ouvre la porte. Et je vois Rémi pendu par le cou. Je cours vers lui et j'essaye de le maintenir en l'air. Ses mains étaient prises dans la corde. Il y avait ces 4 chaises en cercle autour de lui. Et à ce moment, je remarque les mégots de cigarettes partout sur le sol. Je voyais énormément de choses à cet instant. Tout allait très vite, mais je m'en souviens encore aujourd'hui. J'ai appelé mon frère. Je ne lui ai pas donné de détails. Je lui ai juste dit que je sentais que quelque chose de très grave s'était produit. Je lui ai demandé s'il pouvait s'assurer que Rémi allait bien parce que nous ne vivions pas ensemble à l'époque.
Il est parti se renseigner, il a appelé sa famille, les frères et les sœurs de Rémi. Puis Sam m'a rappelé. Il m'a dit qu'ils avaient trouvé son corps dans le local électrique. Il était pendu par le cou. Il y avait 4 chaises disposées en cercle autour de lui. Et il y avait des cigarettes tout autour. Mais ça, je ne le savais pas encore. Tout ce que je savais, c'est ce que j'avais vu dans ma tête. Je n'ai pas eu ces détails ce jour-là. On m'a juste dit qu'il s'était pendu. Je savais qu'il était parti, qu'il s'était suicidé. Mais je n'ai pas connu les détails avant de parler au légiste. Quand j'ai raconté mon rêve, on m'a dit que j'étais folle. Mais il y a encore pire que ça, parce que chaque jour, je l'entends ou je le vois, surtout en décembre, à l'époque de sa mort. C'est là que les choses bizarres se produisent. Le soir de sa mort, je l'ai vu dans ma chambre. Mon frère était en train de s'occuper des enfants. Nous étions tous sous le choc. J'étais allongée dans mon lit, je ne dormais pas, et j'ai vu cet homme passer devant la fenêtre. Et c'était lui, je n'avais aucun doute. Je l'ai vu et j'étais un peu perplexe. Je me suis dit, non, ça doit être un rêve. Et je suis toujours allongée à avoir de la peine, à être sous le choc. Et il m'a touché le front comme ça et m'a dit, tout va bien se passer maintenant. Depuis qu'il est parti, je continue à le voir, surtout au moment de sa mort, le 15 décembre. Et avant aussi. Je l'ai vu plusieurs fois, assis à table, répétant la même routine. Ce n'est pas possible que ce soit mon imagination. Ça arrive vraiment parce que c'est si réel. Comme je vous vois maintenant, je vois le père de mes enfants assis à cette table alors qu'il est mort. C'était sa routine et il continue. C'est ça que je vois. Mais je ne vois pas sa tête. Je le vois du cou jusqu'aux pieds. Mais je ne vois pas sa tête. Mais je sais que c'est lui parce que c'est sa routine. C'est quelque chose avec lequel je vis depuis très longtemps. Je ne dormais pas. Je n'avais pas bu ou quoi que ce soit. Je suis juste allée me coucher et je jure qu'il m'a fait l'amour. Je n'ai pas vu son visage, mais je le sentais. Il m'étreignait, mais je n'ai jamais vu son visage. Je pouvais le sentir, et je savais que c'était lui parce que je touchais sa tête. Je pouvais le toucher, c'était presque comme si ça se produisait vraiment. Je jure que c'était réel, exactement comme si ça s'était produit. Après tout ça, je comprends différemment Rémi, les raisons qui l'ont fait revenir. Je pense qu'il veut me dire qu'il sera avec moi, même si je refais ma vie. Je me sens perdue sans lui, mais je ressens sa présence. Je pense qu'il veille sur nous et nous protège. Je pense qu'il a vraiment un œil sur nous et qu'il sera toujours dans les parages. Je crois sincèrement cela, et je l'aime toujours. Je voudrais juste qu'il sache que nous l'aimons toujours et qu'il nous manque. Mais ça me fait pleurer. Je verse une larme parfois. C'est triste, je suis désolée. Parce que c'est dur, vous savez, c'est dur. Les gens pensent que je suis folle, mais je ne suis pas. Je suis juste, je pense, je suis... Comment dit-on? Je pense qu'il a besoin de moi. Rémi a besoin de moi pour dire ce qu'il y a après. Je pense qu'il veut que je raconte ça. Je sais pas. Il me manque. Je pense qu'il est perdu et qu'il ne sait pas où aller maintenant. Je pense qu'il ne voulait pas vraiment partir, qu'il était égaré, il ne savait ni où il allait, ni pourquoi.
Pour avoir la paix chez soi, mieux vaut ne pas déranger les morts. J'ai senti une poussée dans mon dos qui m'a physiquement fait bouger dans mon lit. Lors de travaux de voirie, un cimetière indien a été mis à jour tout près de chez Julia et Sandra. Depuis, tout le voisinage est troublé par d'étranges phénomènes. Autant de familles, dans un voisinage aussi petit, qui sont témoins d'autant de choses. Marc, lui, est un rationnel, mais une inexplicable apparition chez lui va lui faire changer son point de vue. Je n'oublierai jamais cette expérience. C'était vraiment quelque chose. Et prouver une fois de plus qu'il faut laisser les morts reposer en paix. Nous sommes voisines dans un quartier un peu spécial. Il s'y passe des choses très étranges. Quand nous avons emménagé ici, il n'y avait rien. C'était désert, c'était la campagne. Autant que je sache, cela faisait 1 ou 2 siècles qu'il n'y avait rien. Et dès le premier jour que j'ai passé ici, j'ai eu cette sensation de ne pas être seule dans la maison, même quand j'étais seule. Je voyais ces ombres et ces choses que je ne pouvais pas expliquer. La première année, ce devait être 1 ou 2 mois après notre emménagement. J'ai senti qu'il y avait comme une présence très forte dans la maison. J'en avais parlé à personne, mais je pouvais le sentir. Je sentais des choses, je remarquais des choses. Il était 00h30 ou 1h du matin, j'étais dans mon lit et le carrousel s'est mis en marche. Pour que mon carrousel fonctionne, il faut le remonter. Et cette nuit-là, visiblement, le carrousel avait décidé de se mettre en route tout seul. Il a joué une musique pendant environ 5 minutes. Ça m'a réveillée. Alors je me suis assise et je l'ai regardé. Je ne pouvais pas retourner me coucher, j'avais trop peur. Parce que je me disais, mon Dieu, il y a quelque chose dans ma chambre. Et je ne voulais pas éteindre la lumière. J'ai essayé quand même, mais je n'ai pas réussi à dormir. J'ai décidé d'en parler à ma voisine Julia. Je lui ai demandé si elle avait des phénomènes étranges chez elle. Et elle a commencé à me raconter. J'ai eu quelques expériences dans la chambre, notre chambre, qui était assez effrayante. Mon mari était au travail ce soir-là. J'étais au lit depuis environ 2 heures à me tourner et me retourner. Je ne dormais pas sans savoir pourquoi. À 23 heures, j'ai regardé l'heure et c'est comme ça que j'ai su que j'étais parfaitement réveillée. Je me suis tournée vers le réveil et j'ai pensé « Oh, il est 11 heures, je me lève à 5h30 demain. Je dois travailler. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à dormir ?» Et tout à coup, j'ai senti une poussée dans mon dos qui m'a physiquement fait bouger dans mon lit. Je n'en ai pas parlé parce que c'était la chose la plus effrayante qui me soit arrivée. Et c'est le moment où j'ai basculé. Je me suis mise à croire à 100% que les esprits existent. Jusque-là, j'étais partagée, je ne savais pas quoi en penser, mais depuis, j'y crois à 100%. J'étais terrorisée, j'ai allumé la lumière aussi vite que possible et j'ai sauté du lit. Et j'ai dormi avec les lumières allumées pendant 1 semaine. C'était vraiment effrayant. C'était vraiment effrayant. Les choses ont pris de l'ampleur après la naissance de notre fille, il y a environ 1 mois. Elle s'est réveillée en pleine nuit et elle m'a dit « Maman, quelque chose me gratte la jambe. » Alors, nous l'avons calmée en lui disant « C'était un rêve, chérie, ne t'inquiète pas. »
Mais mon mari et moi, nous nous sommes regardés en pensant, non, ce n'était pas un rêve. Mais nous l'avons calmée et recouchée au lit. Quelques nuits plus tard, elle est revenue dans notre chambre et elle a dit, quelque chose me gratte le dos. Mon téléphone a sonné et c'était mon père. Il m'a dit, tu as entendu parler de ce cimetière indien qu'ils ont découvert juste à côté de chez toi? Je lui ai répondu non. Je n'en savais rien. Il a dit, ils l'ont mis à jour près de la route, tout près de chez toi. Ils ont découvert un cimetière indien. Il y avait le chantier de prolongement d'une route à cet endroit. Et ils ont mis à jour une centaine de squelettes vieux de 700 ans. C'était un ancien site funéraire indien. Dès qu'ils ont fait cette découverte, ils ont arrêté leur chantier et c'est à ce moment que les phénomènes étranges ont repris. Daryl est un ami, il habite juste au coin de notre rue. Lui, il entend de la musique tribale indienne qui vient de son sous-sol. Il entend ça depuis qu'il a emménagé, bien avant qu'il ne découvre le cimetière. Nous pensons que tout cela est lié. C'est certain. Je veux dire, notre si petite zone, d'une vingtaine de maisons, est la plus proche de cette route où ils ont découvert le site funéraire. Je pense que cette terre est très perturbée par ce qu'ils ont. Ils ont déterré ces ossements indiens, ce qui était la chose la plus terrible à faire. C'est très triste que cela soit arrivé. Quand vous dérangez un site funéraire, vous dérangez des personnes qui sont censées reposer en paix. Alors ils ne peuvent pas trouver le repos, ils errent. La dernière chose que j'ai entendue, c'est un chef indien qui disait qu'il ne voulait pas que les ossements soient déplacés. Il voulait qu'ils restent là, protégés, préservés. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. S'ils commencent à déplacer les ossements, je n'ose pas imaginer ce qui va se passer dans ma maison. J'ai toujours été le genre de personne à dire « je le croirai quand je le verrai ». Je n'ai pas vraiment eu beaucoup de contact avec les phénomènes paranormaux, mais j'ai vu une ou deux choses très intéressantes. J'avais un appartement dans le centre-ville de Toronto. Il devait être minuit. Je regardais la télé et quelque chose a attiré mon attention. J'ai alors vu comme un ruban de fumée passer à travers la porte et flotter à travers la pièce. Au moment où je l'ai vu, je ne savais pas quoi faire ou penser. Je n'étais pas sûr. Mais je l'ai regardé attentivement. Et j'ai pensé, bon, ce n'est pas de la fumée de cigarette. J'ai aussi remarqué que ça avait une texture, comme un ruban. Et comme je vous le dis, ça traverse la pièce en ligne droite. Et je regarde et je me dis, mince, ce n'est pas banal. Qu'est-ce que ça peut bien être? Et c'est arrivé au milieu de la pièce. À ce moment-là, ça a fait quelque chose de très curieux, ça a disparu. Le ruban a disparu et j'ai vu, entre la télé et moi, ce qui ressemblait à un motif de couverture. Je ne voyais pas la silhouette de quelqu'un, ce n'est pas du tout ça. Mais je voyais ce qui semblait être une couverture transparente. Comme si quelqu'un portait ce genre de couverture sur lui. Et c'était juste entre moi et le programme que je regardais à la télé. En fait, je pouvais voir l'image de la télé à travers l'apparition de cette couverture translucide devant moi. Encore une fois, je n'étais pas sûr de ce que je voyais. Je me souviens avoir plissé les yeux plusieurs fois avant de les rouvrir. Et cette apparition était toujours là. Juste pour satisfaire ma curiosité, j'ai tendu le bras en avant et j'ai passé ma main à travers. Je n'ai rien senti,
quand ma main est passée au travers. Mais dès que j'ai eu traversé, ça a totalement disparu. Et c'est là que j'ai commencé à avoir peur. Parce qu'en quelque sorte, je l'avais fait disparaître. Et j'avais quand même une idée de ce que ça pouvait être. J'ai réalisé que je venais de voir un fantôme ou quelque chose comme ça. Quelques mois plus tard, 6 mois plus tard en fait, le gardien de mon immeuble allait d'appartement en appartement faire de petites réparations. Il a frappé à la porte de ma voisine. Il a frappé plusieurs fois, mais elle ne répondait pas. Et comme il avait le pass de l'immeuble, il a pu rentrer. Il a trouvé la vieille dame qui vivait à côté de moi. Elle était étendue sur son lit. Elle était morte depuis environ 6 mois. Le légiste est venu et a sorti son corps sur un brancard. Et en regardant, j'ai remarqué qu'un petit morceau de sa robe de chambre dépassait du drap qui la recouvrait. Et à mon grand étonnement, c'était une couverture qu'elle portait avec le même motif que mon apparition. J'étais complètement choqué. Ça m'a rappelé ce que j'avais vu parce que je réalisais ce que c'était. Il n'y avait qu'une seule explication. C'est son fantôme que j'avais vu. Les esprits sont là. Ils sont nombreux à l'affirmer. Ils resteraient coincés entre deux mondes. Des âmes qui n'étaient pas prêtes à partir. D'autres qui ne voudraient pas quitter leur maison ou leurs proches. D'autres êtres encore ne savent peut-être même pas qu'ils sont morts et essaient d'entrer en contact avec les vivants. Des personnes censées auraient rencontré des esprits, tantôt protecteurs, tantôt maléfiques. Et un jour, qui sait, ils entreront peut-être en contact avec vous.